12 décembre et j'ouvre un nouveau vlog. Nouvelle semaine de vlog, dernière semaine avant les vacances. Vacances qui m'empêcheront probablement de vlogger, car 2 hommes à la maison pendant 15 jours, on ne bouge pas. Donc voilà, je sais pas comment je vais m'organiser, je pense pas pouvoir filmer, vraiment très très peu. Et j'essaierai de faire un petit bilan fin d'année, peut-être du coup plutôt en début janvier. Mais voilà, j'espère que vous allez bien. Merci beaucoup pour vos commentaires, vos nombreux commentaires sur ma dernière vidéo. Ça m'a fait très très plaisir de vous répondre. N'hésitez pas à me... Alors je vais pas dire me mettre un petit pouce, bah si, parce que vous pouvez hein, bien sûr, mais si vous le faites pas, c'est pas grave. Laissez un commentaire si vous le faites pas, c'est pas grave non plus. Si ça vous plaît, c'est le principal. Si ça vous plaît pas, et ben tant pis, voilà. Alors, niveau lecture, j'avais repris Des filles brillantes de Mary McCarthy. Il est au boulot. Je l'ai pris ce matin et j'ai pas réussi à l'avancer ce matin. J'étais vraiment pas dans ce mood-là. Donc je l'ai pris quand même dans mon sac parce que j'avais rien de plus à lire. Et je l'ai laissé au boulot parce que j'ai trouvé sur Glose le début de La brillante destinée d'Elisabeth Zott. Et j'ai déjà bien avancé, j'ai déjà lu les 10% et j'ai continué à la maison. Je suis page 135, donc commencé ce matin, vous voyez qu'il se lit très très bien. Nous suivons donc Elisabeth Zott dans les années 60, qui n'est pas une femme comme les autres, elle est scientifique. Et elle est avec Calvin Evans, qui est un favori pour le prix Nobel. Ensemble, ils vont vivre une histoire, voilà. Et c'est marrant parce qu'on est au début du roman, je ne sais pas s'ils mettent la date. Oui, novembre 61. On est en 61. Et on découvre Elisabeth Zott. Elle a une fille qui s'appelle Madeleine. Et ensuite... on retourne 10 ans avant, en 1952, où on découvre vraiment, en fait, je pense qu'on va découvrir les 10 ans de la vie d'Elisabeth Zott, avec sa rencontre avec Calvin, comment elle est devenue maman, tout ça, voilà. Et son job aussi, ça va parler d'aviron également, et de la place de la femme dans les années 60 dans la société américaine, et dans les recherches scientifiques. Voilà, pensez bien que les femmes n'ont pas trop leur place. Pas trop, hein. Voilà, c'est super frais, ça se lit tout seul, c'est drôle, c'est bien écrit. Vraiment, je passe un super bon moment. C'est chez Robert Laffont, il était sorti en mai, j'avais reçu un colis. Et je ne l'avais pas du tout vu passer, et je ne l'ai toujours pas vu passer, en fait. Donc, voilà, je sais pas, je pense qu'il a dû faire peut-être un flop, je n'en sais rien. Mais en tout cas, il est très, très agréable à lire. Il est pétillant, Elisabeth Zott est super attachante. Et elle a des petites manières rigolotes. Franchement, j'aime beaucoup. Je m'attendais à rien. Je m'étais dit, ah, il est gros, il fait 570 pages en grand format, je vais pas le lire tout de suite. Et voilà, je l'avais prévu en janvier, je le lis en décembre, ça allège ma palle de janvier, donc c'est pas plus mal. Je le prendrai demain, du coup, matin pour aller bosser, demain soir pour aller bosser, et je pense que je l'aurai fini mercredi, vu l'allure à laquelle j'avance. Ce soir, c'est voiture, mais comme j'attends Estelle pour qu'on écoute La Passe Miroir, je vais écouter des vlogs et des podcasts. Enfin, des vlogs en mode podcast dans la voiture. Je pose le téléphone et non, j'ai pas les écouteurs, j'écoute les vlogs comme ça, sans l'image, bien sûr, parce que je conduis. Et comme ça va me permettre d'avancer un petit peu, parce que j'ai, je pense, une bonne vingtaine de vidéos de retard, et je prends jamais le temps d'avancer mes vlogs, donc ça m'agace un petit peu, d'autant que là, il y a les vlogmas, et que je suis... alors, pour vous situer, là, on est le 12, je suis au vlogmas numéro 7, je crois, de Angie, donc au jour 7. Donc ouais, je pense que sur toutes les vidéos, j'ai une semaine de retard. Sauf qu'une semaine sur des vidéos de gens qui font des vlogs, et ben ça fait beaucoup de vidéos. Donc voilà. À part ça, j'ai eu un beau cadeau, il est sur mon bureau parce que je ne l'ai pas encore accroché. C'est une belle étoile offerte par Estelle pour mon calendrier de l'Avent. J'ai reçu aussi des petits sujets pour mettre sur mon sapin en forme de bretzel. Et je vous ai montré ou pas ? Je pense pas. Je vous ai montré le jour, je crois pas, le livre du jour, quand on a fêté n'importe quoi. Quand on était le 10, tous les 5 jours, on a un livre dans notre calendrier. Et moi, le 10, j'ai eu La maison sur le rivage de Daphné du Maurier, qu'on va lire forcément avec Estelle. Je crois qu'on s'est dit avril, parce que janvier, je suis blindée, février, je suis blindée, mars au féminin, ma palle est définitivement blindée, donc ça sera avril. Voilà. Il fait 450 pages, un peu moins. De Daphné du Maurier, j'ai lu Ma cousine Rachel, Rebecca et L'auberge de la Jamaïque. Je veux aussi lire Le bouc émissaire, que j'ai retrouvé dans la bibliothèque de ma grand-mère, édition Albin Michel 1960, je crois, et La maison sur le rivage. Voilà, et j'aurais vraiment fait le tour des œuvres
connue, je pense, de Daphné du Maurier. On est d'accord que je veux lire Les Oiseaux aussi, bien sûr, et que apparemment niveau nouvelles, elle est très très forte également. Donc je serais curieuse, une fois que j'aurai lu ces deux-là, de lire les nouvelles. Voilà, eh bien écoutez, j'ai rien dans la boîte aux lettres depuis une semaine, je n'ai rien reçu. J'attends, si cette semaine je devrais en recevoir probablement 2, je pense. Mais là, le facteur, non, pas de courrier pour moi. Même lettre, il n'y a rien. Alors, est-ce qu'il est en vacances? Et du coup, le nouveau facteur n'a pas la clé, comme d'habitude, pour ouvrir la boîte, pour mettre les colis, je ne sais pas. Peut-être que tout va arriver dans la boîte un jour et qu'il n'y aura plus de place et que ça va déborder. J'en sais rien. Mais voilà, pour l'instant, rien de nouveau. Je vous tiens au courant, bien entendu. Nous sommes mardi après-midi et je suis au bout de ma vie parce que c'est la journée loi des séries. Vous savez, ce jour-là où t'as pas le temps, mais tu vas quand même avoir plein de bordel dans ta journée pour te mettre en retard, pour pas que tout se déroule comme t'avais prévu, pour plein de trucs. Voilà. Donc là, par exemple, j'arrive pas à caler mon téléphone. Parce que voilà, ma chaudière bug, elle bug, enfin elle marche mais elle marche pas très bien, donc il y a un technicien qui va passer mais il peut passer que vendredi. Je dois aller bosser ce soir, mon conjoint n'est pas là, mon fils est gardé par mon père qui n'a plus de batterie à sa voiture, voilà, qui n'arrive pas à démarrer sa voiture, youhou, voilà, c'est la fête, c'est pas grave, pour l'instant tout va bien, j'ai le ramoneur de la chaudière qui doit arriver avant 16h j'imagine, ça va aller. Ça va aller. J'espère que mon père ne va pas tomber en panne sur le périph' et que mon fils pourra être gardé ce soir, sinon ça va être le bazar. Alors, j'ai avancé La brillante destinée d'Elisabeth Zott de Bonnie Garmus et j'ai passé la moitié largement. Il me reste un peu plus de 200 pages. Et ouais, ce matin, alors j'étais page 160, ça veut dire que ce matin, je me suis enfilée 180 pages quand même. Hein. Juste dans le trajet aller-retour, donc j'ai 2 heures. Ah oui, ce matin aussi, dans le métro, mais au secours! Ça y est, il fait -2, c'est le bordel dans Paris. Les rails sont de je sais pas quoi, il y a des personnes sur les voies, problème technique sur la je sais pas quoi. Il y avait je sais pas combien de lignes, de stations de métro fermées sur la 1. La 4 c'était le bazar, la 8 aussi, la 12 c'était pareil, enfin, les quais étaient noirs de monde. C'est génial. Mais bon, j'ai pu arriver à l'heure ce matin, j'ai donc pu avancer. Et je pense que ça va être un coup de cœur. Parce que vraiment, Elisabeth est un personnage qu'il faut absolument que vous rencontriez. Elle est, comme je vous l'ai dit, elle est pétillante, elle a son caractère, elle a un petit côté Sheldon Cooper qui est pas pour me déplaire. Et sa fille est pareille, elle est tac, 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 comme ça. On est dans les années 60. Elisabeth sait que c'est une femme, mais elle est importante, elle veut être importante, elle est chimiste. Une femme chimiste, c'est rare. En plus, avec le caractère qu'elle a, elle tape du poing sur la table sans problème. Et vraiment j'adore son caractère. Je trouve ça génial. Je vous recommande très très fortement ce livre-là parce que, encore une fois, je ne l'ai pas vu beaucoup passer. Cécilia m'en a parlé, effectivement, je l'avais vu passer sur son compte. Mais sinon, voilà, il est passé complètement inaperçu. Peut-être que la sortie poche qui m'appelle. Oh, ça suffit. Voilà, c'était le ramoneur qui arrive. Donc, je vous disais, peut-être que la sortie poche fera donner un élan de vente pour ce titre-là. Mais franchement, n'hésitez pas parce que Elisabeth Zott est un personnage extra, vraiment extra. Le chien est parfait. Je suis team chien. J'adore ce chien. Il est intelligent. Elisabeth voit un gros potentiel en ce chien. Calvin aussi. C'est génial. Il y a un événement dans le premier tiers du livre. Un événement très important, grave, qui se passe, et je ne vais pas vous en dire plus, et ça fait un peu basculer le truc, mais on comprend mieux du coup la carrière d'Elisabeth. Donc j'aime beaucoup ce roman, sauf fin prout. Il est très très probable que j'ai un coup de cœur pour ce bouquin. Voilà, je le reprends ce soir parce que je vais à une répète ce soir, et donc aller-retour, 1 heure, une grosse heure aller et une grosse heure retour s'il n'y a pas de problème de transport, parce qu'apparemment il neige cette nuit. Voilà, la nuit prochaine il neige. Je ne sais pas comment j'irai au boulot demain, parce que la neige et Paris ce n'est pas compatible, mais on verra. En tout cas, je ne sais pas, je pense pas le finir là ce soir. De toute façon, je n'avais pas prévu de le finir ce soir. Je vais encore l'avancer, à mon avis, d'une bonne centaine de pages, ou peut-être même plus, remarque. Et alors, et la suite. Toujours Tintintin, parce que est-ce que j'avance mon planning de janvier? Est-ce que je prends au pif? Est-ce que je prends au pif? En même temps, au pif, c'est pas trop au pif, parce que s'il y en a un qui me tente, celui-là il me tente aussi, celui-là aussi. Donc je sais pas quoi faire. Je vais vous montrer peut-être ma palle. Je vais vous sélectionner des bouquins
Et puis je vais discuter avec vous, donc moi seule, devant ma caméra, pour vous parler des livres que j'aurais choisis. Alors nous avons La planète des singes de Pierre Boule, qui est écrit tout petit, mais qui ne fait que 185 pages, voilà, qui est vraiment écrit vraiment tout petit, avec aucun dialogue. Il me tente vraiment beaucoup, et on en a parlé en lien léger avec Le Passager sans visage. Ensuite, Dans la dèche à Paris et à Londres de George Orwell, que je devais lire en janvier, que j'avais reprogrammé en janvier. Il fait combien de pages? Moins de 300 pages. Il est écrit plutôt normal, pas de dialogue non plus, ou très très peu. Le sang des Belasco de Christelle Duchamp, acheté à Noir-sur-Ormesson. On est sur 260 pages, écrit gros, écrit vraiment gros, dialogue et compagnie. Voilà. Maggie O'Farrell, I am, recueil de 17 histoires où Maggie O'Farrell a frôlé la mort de plein de façons différentes, qui me tentent beaucoup. Ou alors, je reprends et je finis Meurtre et biscuits au sucre, donc la deuxième nouvelle qui fait... Combien de pages? On est page 255 et on va jusqu'à la page... quand même 600. Donc on est sur un bon 300, presque 350 pages. Ou alors, voilà, enfin, des filles brillantes, parce que j'ai quand même avancé jusqu'à la page 142. Ce serait dommage de laisser les 400 pages qui restent. Voilà, donc je ne sais guère. Bien sûr, quand vous verrez cette vidéo, j'aurai choisi. Mais en attendant, bah, je sais pas. Peut-être je vais pas prendre ça du tout. Je vais prendre aucun de ceux-là. Je ne sais pas, mais on va trouver. Bonjour à tous, nous sommes jeudi matin et je ne vous ai pas pris hier parce que j'étais sous l'eau de 8h. Je suis partie de chez moi à 8h moins 10. Je suis rentrée à 22h, voilà. Donc j'ai rien pu faire à la maison hier. J'ai pas pu ouvrir mon calendrier de l'Avent, donc j'ai fait 2 calendriers de l'Avent aujourd'hui. J'ai reçu un petit puzzle pour mon fils avec une petite boule à neige, avec une petite souris, beaucoup trop choupinette. Voilà, et puis le cadeau du jour aujourd'hui, nous sommes le 15, et le 15 c'est un livre, et Estelle m'a offert le réseau de Kate Quinn, pardon. Je suis trop contente parce qu'il est dans ma wishlist depuis que Angie en avait parlé. Ça remonte, hein, parce que depuis elle a lu La Chasseresse et elle a lu le dernier Kate Quinn. Donc je suis trop contente de l'avoir. Il est en poche, il est assez gros, hein. Il fait 600 pages et il n'est pas écrit très gros justement. Mais elle l'a aussi dans sa wishlist. Donc si elle se le procure, on se le lira à mon avis en lecture commune. Voilà, alors, niveau lecture, j'ai fini La brillante destinée d'Elisabeth Zott. Et c'est un coup de cœur, super coup de cœur. C'était une extraordinaire lecture, c'était génial. Du début à la fin, vraiment, j'ai adoré. Elisabeth, il faut vraiment que vous la rencontriez. Vraiment, mais vraiment. Si vous avez un achat à faire, achetez celui-là parce qu'il est tellement passé inaperçu que ça me fait de la peine. Parce qu'il est trop bien, en fait. Et cette femme est vraiment brillante et elle est intelligente et elle a du caractère et elle veut s'imposer et elle est logique et elle est réfléchie et elle est top. Donc voilà, j'ai vraiment adoré ce bouquin. Je l'ai mangé en 3 fois, il fait plus de 500 pages. Et je vous promets, il fait 550 pages. Je vous promets qu'il se lit tout seul. Je vous promets. Voilà, si vous n'êtes pas content, vous revenez me voir. Oh, il se lit pas tout seul, dis donc. Si, il se lit vraiment tout seul. Donc voilà, si vous l'avez dans votre palle, n'hésitez vraiment pas à le sortir parce qu'il est trop bien, trop bien. Ensuite, j'ai décidé de finir des lectures en cours. Donc j'ai fini Ressac de Digli qui était sur ma table de nuit et c'était une très bonne lecture, une très belle lecture, un instant suspendu de poésie contemporaine sans être vraiment de la poésie, mais c'était très poétique, très silencieux, très calme, très introspectif, très beau, vraiment très beau. C'est pas un coup de cœur, mais c'est très beau, j'ai beaucoup aimé ce petit instant de lecture, je vous dis un peu suspendu, un peu... Tu sais pas trop le mettre, mais il est là, il est bien, il fait du bien au moral. Donc j'ai vraiment beaucoup aimé. C'est très touchant ce qu'elle nous raconte et c'est très beau. Il y a des passages que j'ai cornés parce que j'avais pas de post-it, mais je vais rétablir ça tout de suite. Et voilà. J'ai 2 passages que j'ai cornés parce qu'il y a un passage où elle parle de la Divine Comédie.
trouvais ça fabuleux parce que Dante est partout, je vous promets que Dante est partout. Si vous regardez dans des bouquins, je vous jure que Dante est partout. Il y a toujours une référence à Dante. Comme Mag trouve toujours des références à Agatha Christie dans les bouquins. C'est normal, c'est les classiques. Voilà. Et l'autre, c'était où? Ah, c'était là. Ah oui, c'est beau ça aussi. Et je crois que j'en avais vu un autre, mais c'était à l'époque, quand je l'avais emprunté à la médiathèque. Je suis en train de me dire qu'il faut que j'aille à la médiathèque, je suis en retard dans mes, dans mes emprunts, médiathèque, je vais me faire gronder. Voilà, en tout cas, je regarderai vite fait s'il n'y a pas un passage que j'ai oublié. Bon. Mais en tout cas, voilà, très très beau moment de lecture pour Ressac. Il est tout petit, hein, il fait 160 pages, et il est écrit plutôt aéré, vous voyez. Voilà. Donc, très bon moment de lecture. Si, voilà, un petit cadeau de Noël, ça peut être très sympa. Oui, c'était très beau. Et j'ai pas continué des filles brillantes, mais je compte bien le faire bientôt parce que j'ai sorti de ma palle Le sang des Belasco de Christelle Duchamp. Et hier, sur le trajet retour en 1 heure, je me suis bouffé 100 pages. 100 pages en 1 heure. Je vais pas dire que c'est mon record, mais c'est une très bonne moyenne. C'est pour vous dire que ça se lit vraiment bien et que on est dans Les 10 petits nègres de Agatha Christie, hein, c'est un petit peu la même ambiance. On est avec une famille, donc les Belasco, qui se retrouvent. Donc il y a le père, la mère et 5 enfants, 2 filles, 2 garçons. Non, 2 filles, 3 garçons, pardon. David, c'est le cadet, Mathieu, le deuxième, et Philippe, l'aîné, et Solange et Garance. Ils grandissent dans cette maison qu'ils appellent la Casa des Belasco, parce qu'ils ont des origines espagnoles. Et ils grandissent et quelqu'un... Alors, le prologue est raconté par un narrateur dont on sait qu'il connaît bien la famille. On ne sait pas qui c'est, peut-être c'est une gouvernante ou la cuisinière, je ne sais pas, la femme de ménage, qui dit qu'elle raconte... Alors, en 2 pages, on découvre toute l'histoire des Belasco, à savoir du moment où ils ont emménagé dans cette maison jusqu'au moment où tous les enfants sont partis et où le couple est resté seul. Donc, ça balaye, ça me fait un peu penser à Là-haut, vous savez, la rencontre entre, je ne sais plus comment s'appelle ce personnage, cet homme, ce vieux monsieur, où il rencontre sa femme, et puis ils ont des projets, ils vont faire ça, puis ils vieillissent, et puis ils vieillissent, et puis ils vieillissent. Donc là, en 2 pages, c'est un petit peu ça. On a toute la vie qui se déroule comme ça, des Belasco, donc avec les parents, les enfants, ils ont fait telle bêtise, les repas de famille, tout ça, machin, et ils grandissent. Le premier part de la maison, puis le deuxième, la troisième, la quatrième, la cinquième, et il n'y a plus personne à part les parents, jusqu'au jour où la maman se suicide et le père est en train de mourir. La veille des obsèques, les enfants décident de se réunir, les 5 enfants décident de se réunir dans la maison familiale pour ouvrir le testament et découvrir un petit peu ce qui a été laissé pour les enfants au décès du père, puisque c'est le dernier, parce que la mère est déjà décédée, donc il y a le père, après il y a les enfants. Le père était vignoble, enfin il a comment dire, entretenu un vignoble, voilà, donc il y avait des grands crus, les grands crus Belasco, des vins assez connus, tout ça dans le pays. Et donc ils ouvrent le testament la veille des obsèques, et ce qu'ils vont découvrir va foutre un bordel monstre dans la famille. et donc on nous raconte comme ça les événements, donc la soirée, c'est juste une soirée en fait. Est interrogé, alors je sais plus quel enfant est interrogé par le commissaire, machin truc. Je crois que c'est peut-être Philippe. Donc il raconte au commissaire, oui, c'était vraiment une soirée. Bah, c'était hier en fait, voilà, c'était hier soir. Il s'est passé quelque chose d'affreux, vraiment. On pensait vraiment pas que ça en arriverait là, mais on a découvert plein de trucs. Et effectivement, il y a plusieurs actes, plusieurs parties. À la fin de l'acte 1, on apprend que dans une phrase du testament, il y a un élément extraordinairement inattendu. Je cherche mes mots. Voilà, un événement complètement inattendu dont les enfants n'étaient pas au courant du tout. Ils apprennent ça et... Mais c'est pas possible. Alors, bien sûr, je ne vais pas vous le dire. Mais voilà, ça arrive à la page... Ça arrive à la fin d'une page et j'ai retenu mes yeux de ne pas descendre en bas de la page tout de suite. Voilà, ça arrive page 69. Voilà, c'est lorsqu'il eut terminé, il observa ses frères et sœurs, la même expression transparaissait sur les visages. Tous les 5 étaient abasourdis par ce qu'ils venaient d'entendre. Chacun aurait pu être interpellé par l'une ou l'autre phrase de cette lettre. Non, tous n'en avaient retenu qu'une, la plus dure, la plus terrible, la plus choquante. Voilà, donc à partir de là, petit retournement de situation.
Et on entre vraiment un peu plus dans la soirée, dans tout ça. On va découvrir un petit peu les caractères de chacun. C'est super addictif, j'adore. Franchement, je suis trop contente d'enfin découvrir cette autrice. C'est une autrice qui fait partie des Louves du Polar. Si vous ne connaissez pas les Louves du Polar, je vous invite à aller sur Instagram parce qu'il y a tout un regroupement d'autrices. Je sais pas, ils sont peut-être une quinzaine. Il y a Claire Favant d'ailleurs dedans et il y a Christelle Duchamp, il y en a plein d'autres. Et voilà, c'est les femmes, les autrices aussi, écrivent de bons polars. Et c'est tout à fait vrai, je le sais depuis très longtemps. Et Christelle Duchamp, je la découvre et je suis très contente de la découvrir parce que je n'en attendais pas moins. Et j'ai hâte, du coup, à la fin de celui-là, de lire L'art du meurtre et Délivre-nous du mal. Voilà. Donc celui-ci, il est pas impossible que je le finisse aujourd'hui parce que je suis à la page 103 et qu'il en fait 260. S'il n'est pas fini aujourd'hui, il sera fini demain. Et demain, je prends les transports. Non, je bouge pas de la maison parce que j'ai... Finalement, mon ramoneur vient vendredi. Il revient vendredi. Et j'ai la chaudière qui vient faire... C'est le gars de la chaudière qui vient aussi demain. Donc je suis bloquée à la maison jusqu'à ce qu'ils viennent. Une fois qu'ils seront venus, je pourrai sortir de chez moi. Mais pas avant. Et le soir, je vais à un dîner entre copines, club de lecture. Club de lecture dissidente, ça fait des années qu'on se connaît, on essaie de se voir une fois par mois, des fois c'est un petit peu compliqué, mais là on peut se voir vendredi, donc je prends les transports, donc je vais lire, je pense que j'aurai terminé Le sang des Belasco, ensuite j'ai bien envie soit de reprendre Les filles brillantes, soit de reprendre Meurtre et biscuits au sucre pour lire la deuxième nouvelle. Je sais qu'il y en a 3-4, là je vois La planète des singes, Ayam 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 et Dans la dèche à Paris et à Londres, mais voilà, je sais qu'ils sont là, en sachant que lundi j'attaque le Anne Perry avec Estelle et d'autres, mais Estelle m'a dit peut-être mardi, à voir comment elle avance dans ses lectures. Mais voilà, en tout cas Anne Perry, ça sera à partir de lundi. Demain donc transport, samedi dimanche, j'y crois moyen, et puis après c'est les vacances, donc ça va être très fluctuant au niveau des lectures. Voilà, là je vais aller sur Paris, j'ai des petits achats à faire. Et puis, donc je reprendrai ma lecture tout à l'heure. J'espère que vous, ça va, que vous passez un bon moment en ma compagnie. Ça sera peut-être pas un très long vlog, mais bon, voilà, j'essaie de vlogger un peu comme je peux. Et là, je suis un petit peu sous l'eau juste avant les vacances. Donc voilà, j'espère quand même que ça vous plaît. Et puis, je vous retrouve un petit peu plus tard. Je viens vous reparler un petit peu, on est jeudi soir et j'ai terminé tout à l'heure Le sang des Belasco. Et c'est un coup de cœur, évidemment, parce que ce bouquin est hyper bien construit, en huis clos, avec une famille, euh, avec donc la famille des 5 enfants qui se retrouvent la veille des obsèques du père Belasco et qui va se foutre sur la gueule en fait, clairement, mais à un point qu'on a du mal à imaginer. Et il y a un autre protagoniste qui va rentrer en jeu. C'est la maison, en fait. Et la maison est un personnage à part entière. Mais ça, on le découvre un peu plus tard. Je vous le dis parce que c'est intéressant de l'avoir en tête. Mais la maison a un système d'alarme particulier qui fait que les volets se ferment le soir et ne se réouvrent que le matin. Donc on ne peut pas sortir de la maison. Et c'est vraiment un huis clos, mais prison en fait, concrètement. Et donc ça induit un élément, un lieu particulier. Donc le scénario va tourner autour de ça aussi. C'est hyper intéressant. Et la fin, oh my god, la fin c'est génial. Vraiment c'est génial. Donc j'ai hâte de lire le reste de ce qu'a fait Christelle Duchamp. Et là ce soir je reprends Meurtre et biscuits au sucre. Donc je suis à la deuxième nouvelle, Meurtre et Cobbler aux pêches. Je ne sais pas ce que c'est qu'un cobbler. Mais voilà, on est toujours à Eden Lake, Lake Eden, je sais jamais si on dit Lake Eden, avec Anna, avec sa sœur, avec Lisa, avec tout le monde, Norman et Mike, bien sûr. Donc voilà, je vais lire un tout petit peu ce soir, et je reprendrai aussi demain. Comme ça fait 350 pages, je ne m'attends pas à le finir demain, mais je vais le faire durer tranquillement jusqu'à lundi. Et puis à partir de lundi, ce sera le Anne Perry. Voilà. Là j'ai regardé une grosse demi-heure de Graines d'étoiles. Je ne sais pas si vous connaissez le reportage sur Arte qui avait été fait il y a plusieurs années sur les petits rats de l'opéra. On les suivait dans leurs cours, dans leur vie et dans leurs interrogations. Ils étaient jeunes, ils avaient 10, 12 ans, 15 ans pour les plus grands. Et là, on les retrouve plus tard. Alors, il y a un deuxième film qui avait été fait, je crois que c'était 5 ans plus tard. Et là, du coup, c'est le troisième film, 10 ans après le premier film, où certains sont premiers danseurs, certains sont partis, certains font du contemporain, ils sont chorégraphes, ils deviennent profs. Et c'est très intéressant de voir les différents chemins qu'ils ont pris. Et ça me parle un peu plus, enfin,
J'ai toujours beaucoup aimé suivre les étoiles de l'opéra, les corps de ballet, les petits rats, tout ça, parce que voilà, la danse, c'est mon truc. Donc même si c'est classique, et moi je suis pas, enfin de base je suis classique, mais je suis surtout contemporaine maintenant. J'ai toujours été curieuse de ça, et là de voir ces petits rats adultes se posant des questions d'adultes, se remettant en question, se reconversant, oui, reconversion, donc se reconvertissant, est très intéressant. Et voilà, et ça me fait réfléchir. C'est pas, enfin, ça me fait réfléchir. Je ne changerai rien de mon travail, tout ça, de ma carrière, mais c'est vrai que j'aime bien voir ça parce que finalement, il y a peu de reportages sur les danseurs et la reconversion, et la carrière, et les questionnements qu'on peut avoir, et surtout quand on est danseur à l'opéra, quand sa carrière s'arrête à 42 ans, parce que le corps ne peut plus suivre pour le corps de ballet. Après, qu'est-ce que tu en fais de ton corps? Est-ce que tu vas l'enseigner? Est-ce que tu vas enseigner? Est-ce que tu vas chorégraphier? Est-ce que tu vas devenir autre chose? Donc c'est très intéressant et voilà, il n'y a pas beaucoup de reportages, donc si vous en voulez, eh bien voilà, sur le site d'Arte et sur YouTube, moi j'ai trouvé sur YouTube, hein, Graines d'étoiles, vous pourrez entrer et mettre un pied dans les coulisses des petits rats de l'opéra. Voilà, et bien écoutez, moi je vais reprendre mon bouquin et du coup en fait ce reportage m'a donné des idées pour mon spectacle de danse du conservatoire et je vais peut-être noter des idées en fait, tant que c'est frais dans ma tête, comme ça m'avancera un petit peu de mon travail. Voilà. Bonne soirée, enfin bonne soirée non même pas, puisque vous me regardez peut-être le matin. Je vous reprendrai demain et je pense que je conclurai ce vlog peut-être demain, parce que après tout, à mon avis, ça je vous dis, ça va me faire le week-end. Donc il n'y a pas de raison que je vous reprenne pour une nouvelle lecture, sauf unboxing par exemple. Mais c'est vrai que j'attends 2 livres. Et il y en a un qui doit arriver, je pense qu'il n'arrive pas demain, il arrivera peut-être samedi. Je vous ferai un unboxing où je vous en parlerai. Mais sinon, voilà. Sauf surprise unboxing, il n'y a pas de raison que je vous parle d'un nouveau livre. On est vendredi matin, c'est un très gros plan. Parce qu'en fait, je vais filmer ma tasse. Voilà, je suis une booktubeuse en carton et je vous préviens que je vais faire un plan un peu pourri peut-être. Estelle m'a envoyé dans mon calendrier de l'Avent ça. Ça c'est trop beau. C'est à faire fondre dans du lait chaud. Donc j'ai du lait chaud, j'ai une tasse, j'ai ça. Maintenant, imaginez un plan Huga avec une petite musique. Je vais essayer de mettre une petite musique, mais faites comme si je vous avais pas parlé avant. Alors, comme cette vidéo vlog ne durera pas 1 heure, je me suis dit, comme vous aimez bien les vidéos d'1 heure, que je vais essayer de l'allonger un petit peu. J'avais repéré un tag chez Séverine, il est bien ce livre, c'est le tag lecture et réseaux sociaux. J'avais en tête de le faire parce qu'il date du 31 octobre quand elle a posté. J'ai un aft sur la langue, ça me fait mal. Et donc je voulais le faire, je ne savais pas quand, et là je me dis, c'est l'occasion parfaite. Comme ça, vous passez un peu plus de temps avec moi, et moi je passe un peu plus de temps avec vous. Alors, question 1. Comment as-tu découvert que les réseaux sociaux permettaient de chroniquer ou de parler de ces lectures? Alors moi, niveau réseaux sociaux, pour moi le réseau social de base c'est Facebook. J'y suis depuis très longtemps, j'y suis plus vraiment même maintenant. Et puis après ça a été Instagram, donc il y a eu Twitter. Twitter, j'ai jamais vraiment été dessus. Et Instagram. Instagram, je suis dessus depuis très longtemps, depuis 10 ans à peu près, je crois depuis 2012. Mais j'avais un compte lambda, tout ça. Et puis en 2016, 15, je sais jamais, je crois que c'est 2016. Vous savez quoi, je vais regarder. Je me plante toujours d'un an, mais je crois que c'est 2016. Parce que j'ai repris la lecture acharnée en été 2015, et donc je pense
que, voilà, ça doit être là, ma première publication sur mon compte Instagram de livres, Flow and Books, date, ah bah oui, c'est très intéressant, 351 semaines. 23 mars 2016, voilà. Donc ça va faire 6, 7, 8, non, 4, 4, 5, 6, ça va faire 7 ans que j'ai mon compte Instagram de lecture, Flow and Books. Au début, c'était pas Bookstagram, hein, c'était, je postais des photos de mes livres, le premier c'est Zola. Et voilà, j'avais dit quelques mots en fait sur le livre, et puis je faisais des photos moches, et je m'en fichais, mais j'essayais de faire des belles photos, parce que c'était la mode des photos. En fait, Instagram, c'était le réseau social des photos. Et donc j'avais plein de photos, je postais régulièrement, et je participais à un challenge qui s'appelait le Neverland Challenge, Photobook Challenge. Donc c'était une photo par jour. Par exemple, je sais plus, attendez, je vais peut-être vous retrouver ça. Livre de Noël, décoration de sapin, pour Noël par exemple. Et du coup, non, je pense que je vais pas retrouver ça. Je peux pas remonter aussi loin, ça va prendre une plombe, parce que j'ai quand même 2000 publications. Mais voilà, je participais à un challenge, et du coup ça me faisait poster tous les jours et avoir un peu de visibilité, parce que bon, à l'époque, les algorithmes ne fonctionnaient pas de la même façon. Et plus tu postais, plus tu avais de la visibilité. Donc je postais, et puis bon, je suis arrivée à 100 abonnés, j'ai fait mon premier concours, 100 abonnés, wouh. Et comme ça, j'ai continué, jusqu'à avoir un petit peu de monde, et puis à me dire que j'étais bien sur Insta, j'avais un réseau, une communauté qui commençait à se monter. Il y a des filles qui sont maintenant des amies depuis longtemps, Ludivine, Lucille, Estelle, et puis d'autres qui se sont greffées au fur et à mesure, donc ça s'est amplifié. Et puis c'est devenu la communauté Bookstagram depuis quelques années. Moi, étant un peu une vieille bookstagrammeuse, je n'attache plus tellement d'importance à faire de belles photos. Je privilégie plus la chronique, parce que je sais que les gens attendent peut-être la chronique, plutôt que la belle photo. Il y a des très belles photos et c'est super. Moi-même, je suis la première à avoir des belles photos. Je suis plus sensible maintenant aux illustrations, en fait. J'aime beaucoup en ce moment les illustrations. Mais c'est vrai que je préfère les chroniques, et je suis maintenant, j'ai des Instagrammeuses, bookstagrammeuses que je suis régulièrement, et je sais qu'elles vont lire le même style que moi, que j'attends leur avis sur tel livre. Et à la limite, j'ai même pas besoin d'aller voir leur compte, je leur envoie un message privé en disant « Ah, j'ai lu que tu... » Attendez, j'ai un petit message. J'ai vu que tu lisais un livre, voilà, j'attends ton avis, et puis elle me donne l'avis en MP ou je sais pas. Donc j'ai plus besoin nécessairement d'aller chercher l'information du livre sur Instagram, maintenant ayant une communauté développée et des copines lecture, on va les appeler comme ça, je peux aller les voir directement pour discuter de livres avec elles. Donc ça fait finalement très longtemps que je sais que je peux partager mes chroniques sur Instagram, ça va faire 7 ans en fait. Je fais une petite pause parce que je réponds au texto. Deuxième question. Par quel réseau social as-tu découvert ce monde des chroniqueurs influenceurs littéraires? Instagram. Y trouves-tu plus d'avantages que d'inconvénients pour la vie de lectrice lambda? Pour ma vie de lectrice lambda. Alors, je ne suis pas une lectrice lambda. Je suis une grande lectrice, je pense, parce que je lis beaucoup de livres. Et j'y trouve des avantages parce que maintenant, je sais où aller pour trouver les livres que je veux. Je suis les comptes que j'aime. Je suis pas beaucoup de comptes. Je suis suivie par 11 500 personnes sur Insta, et j'en suis 400, je crois. Ce qui est quand même beaucoup pour moi, parce que maintenant, les algorithmes font vraiment ce qu'ils veulent et montrent vraiment qui ils veulent. Mais je réussis quand même à trouver les comptes, aller chercher en fait les comptes que je veux suivre pour aller chercher les informations que je veux. Je sais pas si c'est très clair. Par exemple, si je veux des recommandations pour des livres féministes, je vais aller voir Sororité, La Féminothèque, qu'est-ce qu'il y a encore? Le Club. Bref, il y a 3-4 comptes comme ça. Je clique directement sur leur profil, enfin je vais taper rechercher, et je regarde ce qu'ils ont posté récemment, et je sais où aller en fait. Donc c'est les avantages, c'est que ça peut aller vite quand on a une communauté qu'on connaît en fait. Si on débarque, il y a tellement de monde que c'est parfois compliqué de s'y retrouver, je pense. Est-ce que ça a changé ta façon profonde de lire? Oui, parce qu'il y a des challenges qui se sont mis en place, et moi les challenges, ça me motive à lire. Et c'est pour ça, je pense, que je ne lisais pas, parce que j'avais pas de carotte entre guillemets, et j'avais personne avec qui lire, et les lectures communes m'ont beaucoup motivée, les challenges m'ont beaucoup motivée, les piles à lire, les vidéos, parce que je suis sur YouTube aussi et que je regarde beaucoup de vidéos, ça me motive aussi à lire. Je veux pas aller jusqu'à me mettre la pression. Quand je sens que c'est trop compliqué, je fais c'est cool, c'est pas grave en fait. Mais j'essaie de pas me mettre la pression par rapport à ça. Donc ça a changé ma façon de lire, oui. Oui, ça a changé, ça m'a fait plus lire, clairement. Qu'est-ce que ça a changé de ta façon de consommer du livre? Ah, alors,
j'ai consommé beaucoup plus de livres, ça c'est sûr. Je me rends compte au début où j'avais Bookstar que j'avais moins de livres. Je me rappelle d'ailleurs d'une rentrée en septembre, je pense que ça devait être 2016. J'étais allée chez Gibert avec, je me demande si c'était pas Ludivine, lecture du chapitre, où j'avais acheté une dizaine de livres comme ça d'un coup. Et sans sans aucun regret, parce que je savais que je les lirais petit à petit. Et j'avais pas de planning de lecture, donc je sais pas quand je les lirai, mais en tout cas, ils ont tous été lus à un moment donné. Mais je lisais beaucoup moins à l'époque. Donc je lisais peut-être 3, 4 livres par mois. Et à force de lire, eh ben, j'ai voulu encore plus. Et à force de regarder les gens qui lisent, et à force de voir des book hauls, eh ben, j'ai eu envie d'acheter, d'acheter, d'acheter. Puis j'ai eu les maisons d'édition qui m'ont contacté pour être partenaire, pour avoir un catalogue, pour avoir des services presse. Donc j'ai accumulé, accumulé, jusqu'au moment où je me suis dit, en vrai, t'as combien de livres dans ta pile? Compte-les. Et à partir du moment où j'ai compté les livres que j'avais dans ma pile à lire, là, je me suis dit, bon, peut-être s'organiser un petit peu, hein, peut-être freiner un petit peu les achats, fais attention, organise-toi. Je suis sur Livre Addict depuis 2016 et j'ai... alors ma pile à lire n'est pas à jour, mais ma wishlist est à jour et toutes mes lectures sont à jour. J'ai plus de 1100 livres lus, je crois, depuis 2016. Donc concrètement, voilà, c'est une organisation. Et puis, et puis du coup, ça m'aide à consommer consciencieusement du livre. Et le No Buy estival m'a profondément changé au niveau consommation de livres, parce que j'avais déjà mes plannings. Et là, en plus, maintenant, quand j'achète un livre, j'ai, sans la pression, juste le besoin de me dire, ok, du coup, je vais le lire à telle date. Et comme il est programmé, mon cerveau délègue l'information à Evernote. Et quand j'ouvre mon planning, je dis, ah bah tiens, pour ce mois-ci, j'ai ce livre-là, parfait, impeccable, très bien. Et c'est bon. Et ça m'aide grandement. Donc oui, ça a changé. Insta, Booksta ont changé ma façon de consommer le livre, ça c'est sûr. Lis-tu encore spontanément des livres sans en avoir du tout entendu parler sur les réseaux sociaux? C'est compliqué. Si j'en ai pas entendu parler sur les réseaux sociaux, c'est que mon libraire me l'a conseillé. Sinon, c'est quand même 95-98% réseaux sociaux. Mais ça me va en fait, ça me va très très bien. Quel livre qui a fait le buzz as-tu, toi, détesté? Alors justement, c'était une question du calendrier de l'Avent Insta d'hier, non, avant-hier, je crois. Connemara, moi j'ai pas aimé Connemara de Nicolas Mathieu, mais il y en a d'autres. Hein, vous voulez que je cherche vite fait, peut-être? Il me reste 31 minutes de vidéo, faudra que je décharge mon téléphone. Alors, livre lu, j'en ai 1114. Alors, en sachant que j'ai pas mis depuis 2016, hein, j'ai mis tous les livres que j'avais lus de mémoire. Classé par note. Voilà, on va faire comme ça et on va chercher la pire note. Est-ce que du coup il y a ah ouais, La Maison hantée, Les 4 filles du Docteur March. Mais je pense que c'est l'édition Pocket Junior qui date des années 90 que j'avais, qui n'était pas passée du tout. Les fourmis de Bernard Werber, j'ai détesté. Ah, je l'ai pas noté celui-là. Ah ouais, Je t'aime aussi de Loulou Robert. J'ai pas du tout aimé. Avalanche Hotel, j'ai pas aimé. Ceux qui voulaient voir la mer de Clarissa Barr, j'ai pas aimé. Délivrance de Toni Morrison, j'ai vraiment pas aimé. Disparaître de Mathieu Ménégo, vraiment pas aimé non plus. Il y en a quelques-uns quand même, hein, que tout le monde a aimé. Le Tatoueur d'Auschwitz, non. Non, pas du tout. En voiture Simone d'Aurélie Vallone, pas aimé. Un train d'enfer pour Ange Rouge de Tillier, pas aimé. La fille du train, pas aimé du tout. Et Le mystère Henri Pic, pas aimé du tout non plus. Voilà, donc il y en a pas mal. Au contraire, pour quel titre de livre as-tu rejoint l'engouement général sur les réseaux sociaux? J'en sais rien, Blackwater, voilà. Blackwater, le plus facile. Allez. Quel livre aurait mérité, selon toi, beaucoup plus de visibilité sur les réseaux sociaux? Il y en a plein. Il y en a plein et j'essaie vraiment de visibiliser au maximum les livres qui ne le sont pas, parce qu'ayant une communauté plutôt développée, je sais que j'ai de l'influence en fait sur les gens et je me dis si ce bouquin-là et moi m'a parlé et a été un coup de cœur pour moi, je pense qu'il pourra plaire à un maximum en fait. Peut-être pas le coup de cœur, mais voilà, il y a peut-être des livres où je peux donner un coup de pouce pour ça, parce que moi, ils m'ont vraiment touchée et je trouve ça dommage de ne pas les avoir visibilisés plus sur Internet, dans les librairies, tout ça. Au final, quel réseau social t'influence le plus? Instagram, of course. Que penses-tu des influenceurs du livre rémunérés pour parler de tel ou tel livre? Est-ce que ça a changé la vision que tu avais de cet influenceur? Chacun fait ce qu'il veut.
S'il y en a qui veulent se faire payer pour lire des livres, bah, qu'ils le fassent. S'il y en a qui râlent parce que non, non, je suis pas sous contrat, et bah, c'est très bien, tu as raison aussi. Je n'ai pas envie de juger ça. On m'a jamais proposé de lire contre de l'argent, je crois. Si ça arrivait, et ben, faut voir les conditions, pourquoi pas. Mais ça changera pas ma façon de lire tel ou tel livre, en fait. C'est pas parce que je suis payée que je vais vraiment l'aimer, en fait, tu vois. Il faut que je l'aime parce que je suis payée. Non, non, non. Et si le livre me plaît pas, bah c'est pas parce que je suis payée que je vais dire forcément oui. Donc non, non. Et chacun fait ce qu'il veut. As-tu déjà lu un livre sous la pression des réseaux sociaux? La pression des réseaux sociaux. Oui, mais pour moi, peut-être que ça mettait pas la pression, je crois. Je me suis pas dit, oh là là là, j'ai reçu celui-là. Oh par exemple, voilà, j'ai reçu celui-là, c'est un tome 6, il faut absolument que je le lise. Sans ça, ma communauté, elle va se poser vraiment des questions. Je ne suis pas du tout là pour ça. Je fais ce que je veux avec mon compte, je lis ce que je veux. Je partage un maximum de lectures, de bons plans, de trucs livresques. Et je n'ai pas envie d'avoir la pression. Parce que si j'ai la pression, c'est foutu, en fait. Je suis vraiment pas là pour ça. Voilà. Quel est pour toi le meilleur site de partage de chroniques? Ah, celui ayant le meilleur fonctionnement des notes. Alors, j'adore LivreAddict, mais ils n'ont pas d'application. Je regrette juste qu'il n'y ait pas d'application. Babelio est très très bien. J'ai été sur Babelio un petit temps rapide, mais je ne pouvais pas faire les deux à la fois. Et comme LivreAddict était le premier, j'ai pas suivi, j'ai pas mis à jour Babelio suffisamment. Donc j'ai mis de côté Babelio, mais je sais que Babelio est un super réseau social qui a énormément de choses, énormément de monde, qui a des classements, qui a des objectifs de lecture, il y a l'application, je sais que c'est très très bien fait, donc tant mieux. J'avais tenté Goodreads aussi, je crois que c'était à la rentrée 2017, enfin janvier 2017, mais en anglais, donc compliqué, maintenant c'est peut-être un peu plus accessible, mais voilà. Mais moi, LivreAddict, c'est vraiment le mieux pour moi, parce qu'en plus il y a la carte des auteurs, et ça c'est cool. Donc on peut colorer en fait la carte, les pays où on a lu des auteurs de ces pays. Par exemple, j'avais choisi le Groenland à un moment donné, et quand j'ai vu le Groenland colorié, je me suis dit ah, ma carte se remplit parce que le Groenland est tellement énorme. J'ai lu qu'une autrice du Groenland, mais voilà, ça, il y a le forum, il y a les statistiques aussi. À chaque fois qu'on lit un livre, on met quel livre on a lu, et puis ça, ça rentre automatiquement dans les statistiques avec le style, le nombre de pages. Donc moi, je m'y retrouve parce que je compte le nombre de pages tous les jours sur mon carnet. Donc je sais exactement combien de pages j'ai lu. Je le compare à LivreAddict. Et puis après, j'ai mon tableau, en fait, Google Drive, où je note et je mets des petits camemberts. Donc je sais statistiquement avec des camemberts si j'ai lu plus d'hommes, de femmes, si j'ai lu plus de contemporains ou de thrillers ou de classiques, tout ça. Donc je sais proportionnellement comment je lis. Et LivreAddict est vraiment pas mal pour ça. Donc moi, je recommande LivreAddict. Quel avenir vois-tu pour le monde du livre dans les réseaux sociaux? Vers quelle évolution? Alors, je me sens très vieille quand j'entends parler de BookTok. Mais en fait, je pense qu'il y a 6 ans, les gens ont dû se sentir vieux quand ils ont entendu parler de Bookstagram. Et finalement, Bookstagram est rentré, je ne vais pas dire dans les mœurs, mais dans les mœurs de lecture des gens qui lisent vraiment. Enfin, qui lisent en nombre conséquent, j'imagine. Mais en même temps, les réseaux sociaux, non, les gens qui lisent n'ont pas besoin des réseaux sociaux pour lire, en fait. Si tu as envie de lire, tu lis. Si tu as envie de partager, bah, tu cherches un réseau social éventuellement à partager. Mais c'est bien pour diffuser. C'est super intéressant parce que c'est trop bien de voir les gens qui lisent. Pendant le confinement, ça a été une vague de gens qui ont déferlé en librairie après le confinement parce qu'ils voulaient des livres. Ils avaient mis en place des click and collect dans les librairies pendant le confinement. J'ai trouvé ça génial. Et c'est top cet engouement, c'est génial, c'est trop bien, c'est trop bien. Maintenant, bah, les réseaux sociaux, c'est à double tranchant, comme d'hab. Donc on montre ce qu'on veut, on dit ce qu'on veut. Il y a des personnes qui sont vraies, il y a des personnes qui ne sont pas vraies. Et en même temps, c'est comme ça, c'est pas grave, on vit tous ensemble et on essaie de faire avec. Donc voilà, je pense que le monde du livre a un bel avenir sur les réseaux sociaux, mais il faut pas oublier que ça tient à pas grand-chose pour que ça se casse la gueule. Donc il faut pas que ça se casse la figure en disant si ça se casse la figure, le monde du livre se casse la figure. Ben non, 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 faut juste concrètement comprendre que les gens n'ont pas besoin des réseaux sociaux pour lire. C'est bien pour conseiller des livres, c'est top, mais vous avez vos libraires aussi peut-être, vous avez même la Fnac, peut-être Amazon si vraiment vous n'avez pas de livres, enfin de librairie à proximité. Il y aura toujours des conseils à portée de main, autre que les réseaux sociaux en fait. Si on y met un tout petit peu de bonne volonté, on peut trouver. Donc voilà, moi je serai toujours là.
tant que ça me plaît, tant que je partage, que j'ai des gens pour me lire et m'écouter, pour échanger, et ben je serai toujours là pour échanger et pour partager mes lectures parce que ça me plaît et parce que je le fais sans pression et avec grand plaisir. Donc voilà, ça me plaît beaucoup. Cite-nous tes influenceuses du livre préféré. Pourquoi influenceuse? Parce que j'ai des influenceurs aussi. Parce que Flowfly est trop bien. Parce que Cornelius a l'air génial, mais il lit vraiment pas ce que je lis. Donc je le vois passer de temps en temps, j'essaye. Puis je me dis non, mais je suis désolée, c'est pas du tout mon style de lecture. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Le gang, hein, bien sûr, Estelle, Mag et Angie, of course. Qui d'autre? Alors, les premières influenceuses que j'ai suivies, c'est Margot Liseuse et Myriam, Miss Mimou, qui n'est plus sur YouTube, qui est libraire, et il faudrait que je passe voir d'ailleurs. Et c'est les premières que j'avais suivies. Maintenant, j'en ai plein d'autres. Jeanne, Jeannot ce livre. Si tu passes par là, Jeanne, j'adore ton contenu. Allez voir Jeanne. Donc, c'est Jeannot ce livre, et elle a toujours des vidéos hyper intéressantes. Courtes et hyper intéressantes, hyper construites, recherchées, développées, analysées. C'est génial ce qu'elle fait. Donc Jeannot, Isa, les chroniques du hérisson, bien sûr. Ah ben, Linksoft qui fait des analyses top des livres, je vous en ai déjà parlé, donc c'est un homme. Il y a aussi des hommes qui chroniquent, faut pas l'oublier. Laura's Reading, mais elle lit pas tout à fait ce que je lis. Séverine, of course, il est bien ce livre pour tout ce qui est thriller polar. Margot, la bibliothèque de Laurie aussi que je suis. Je vais vous dire tout ce que je suis à peu près. Margorito, très intéressante. Perceline, Perce-Neige. Stephen King France, of course. Qu'est-ce que j'ai? Mimslit aussi, qui est génial. Mademoiselle Lee, bien sûr. Oh là là, chic. Entre deux pages, Pascal, entre deux pages. Qui j'ai d'autre? Attends, je remonte un petit peu. Vibration littéraire, Manon. Olivia, les roseaux de Lily aussi. Qui est-ce que j'ai? N'hésitez pas à me demander en commentaire les noms parce que je ne vais pas tout noter. Nadia, Madame rêve encore de livres, qui est géniale. Elle a fait une vidéo sur la représentation féminine dans la langue et dans la littérature. C'est une vidéo d'1 heure et elle balaye toutes les représentations féminines dans la langue et dans la littérature. Il faut vraiment que je pense à vous mettre son lien dans la barre d'infos. Si j'y ai pensé, allez le voir. Si j'ai pas pensé, demandez-moi. Mais vraiment, foncez. Sinon, il y a qui n'a pas posté? Louise, l'ivresse de lire des livres. Attendez, bon, c'est à peu près tout. C'est les actifs, hein. Je vais dire après, il y en a plein, mais Mag, j'ai dit, Estelle, bien sûr, Angie, bien sûr. Et voilà, Barocco Lecture aussi. Barocco Lecture, c'est Perce-Neige, Perceline. Lucie, alors je lis of course, mais Lucie, tu publies pas assez, ma belle. Les livres de la crypte aussi, Jody, pour tout ce qui est littérature d'horreur. C'est la seule à faire du contenu sur la littérature d'horreur. Fantastique, horrifique, tout ça, c'est la seule. C'est ma référence. Que si je veux lire de l'horreur, je sais que je vais la voir elle, en fait. Adoria aussi, bien sûr, qui lit énormément de choses, qui voit énormément de choses, qui est très, très, très complète au niveau de ses lectures aussi très intéressantes. Voilà, en gros, là je remonte à il y a 2 semaines, mais... du café et des livres aussi, Sophie. J'essaie de vous en donner un maximum. Nabolita, très intéressante aussi, pour les classiques surtout. Et qu'est-ce qu'il y a? Il y a Antastasia aussi, que j'aimais bien. Voilà, je pense que c'est à peu près tout. Alexandra, gourmande de lecture aussi, pareil. Alors, il n'y a que 3 vidéos pour l'instant, mais j'espère qu'elle en fera d'autres. Et puis, voilà, écoutez, voilà pour mes influenceurs et influenceuses du livre préféré. Donc, j'espère que ce petit tag vous a plu. Moi, je vais faire du ménage, là. Il est 11h, j'ai le temps. Je vais faire le ménage et après, je vais reprendre un petit peu meurtre et biscuits au sucre. Et je conclurai ce vlog soit ce soir, soit demain. À voir. Il va être 16h, je vais aller chercher mon fils, donc je viens refermer cette semaine de vlog. Dernière semaine avant les vacances, la semaine prochaine et la semaine d'après, je ne sais pas quand je vloguerai ni comment je vloguerai. Je vais essayer de vous faire quelques petits plans de mes lectures, mais ça sera peut-être une vidéo vraiment courte. Donc voilà, j'espère quand même que ça vous conviendra. Merci encore d'avoir passé cette année avec moi. On se retrouve l'année prochaine. Mon bilan 2022 des lectures est fini, il est filmé, il n'est pas monté, mais il va être bientôt monté. Je vous posterai ça entre Noël et le jour de l'an, j'espère qu'il vous plaira. J'ai lu beaucoup, j'ai intégré un petit peu des statistiques, je vous ai expliqué un petit peu comment j'avais lu, tout ça, tout ça. Donc voilà, j'espère que ça vous plaira. Merci beaucoup de me suivre, merci beaucoup pour vos commentaires et
on a oublié la question de la semaine. Alors, la question de la semaine, c'était, j'ai même pas réfléchi, ça craint, quelle est la fin d'un livre que vous aimeriez changer? Est-ce qu'il y a une fin de livre que vous n'avez vraiment pas aimé et que vous aimeriez changer? Voilà, dites-moi ça en commentaire. Moi, c'était quel livre? À quel livre j'avais pensé? Ah, je me rappelle plus. Je pense que... Alors, il y a des thrillers dont j'aimerais changer la fin. Parce que soit c'est trop facile, soit c'est pas assez torturé. Moi, j'aime bien quand les personnages ils meurent à la fin. Voilà, que l'auteur ils disent après tout, là, on arrête tout, on fait tout péter. Et voilà. Donc, j'ai pas de titre de livre comme ça, mais je sais qu'il y a des thrillers qui m'ont un peu déçue par la fin parce que pour moi, ça n'allait pas assez loin. Mais je suis peut-être un peu sadique, j'en sais rien pour les thrillers. Donc, dites-moi ça en commentaire, quelle est la fin du livre, d'un livre que vous aimeriez changer, peut-être plusieurs, j'en sais rien. Dites-moi ça, et puis on en reparle très vite en commentaire. Je vous souhaite une très belle fin d'année 2022, de bonnes fêtes si vous fêtez Noël, si vous fêtez Jour de l'An, et puis un bon week-end de toute façon, et une bonne prochaine semaine. Et je vous dis à bientôt!